Donc bonjour à tous, on se retrouve aux Imaginales aujourd'hui à 2019, aujourd'hui en compagnie de Hildur Knutsdottir et de son interprète Eric Bourri, puisque son traducteur Jean-Christophe Salin ne pouvait pas être là aujourd'hui. Bienvenue à vous deux. Donc vous êtes l'autrice de Sanglant Hiver et Dernier Hiver paru chez Thierry Magnier. Dernier Hiver est paru donc au cours de l'année dernière, c'est la suite de Sanglant Hiver. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce diptyque? Est-ce que tout de suite vous avez eu l'idée de 2 livres, ou vous avez écrit le premier, puis le second est arrivé? En fait, l'idée de cette histoire, enfin le début de cette histoire, c'est que j'ai fait un rêve, tout simplement. En général, quand je rêve, je fais des rêves assez pénibles, où il m'arrive des choses désagréables, comme par exemple manquer mon bus, ou enfin, des choses comme ça. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve où je n'étais pas du tout partie prenante, donc je n'étais pas du tout partie prenante, je n'étais pas acteur ou actrice dans le rêve, mais j'avais l'impression de regarder un film. C'était plutôt un film qui défilait devant moi. Et dans ce rêve, je suivais le périple d'un petit garçon dans Reykjavik. La ville était complètement déserte, il n'y avait plus d'électricité et le petit garçon que je voyais dans mon rêve était terrifié tout simplement. Dans ce rêve, je savais que ce petit garçon il était poursuivi par des monstres, et je savais aussi qu'il était en route vers les îles Vestmann, qui sont un archipel au sud de l'Islande. Et puis je me suis réveillé, comme ça arrive, et j'ai eu envie d'en savoir plus, c'est-à-dire j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces monstres qui poursuivaient ce petit garçon et sur ce qu'il allait trouver aux îles Vestmann. Et malheureusement, une fois qu'on est réveillé, on ne peut pas se forcer à retourner dans le même rêve pour avoir la suite. Et donc la seule façon d'avoir la suite, c'était de l'écrire moi-même. Et au départ, je voulais faire simplement un livre. Le problème, c'est que le livre que j'avais écrit était tellement épais que j'ai été obligé de le couper en deux. Et en fait, le premier livre, quand on arrive à la fin du premier livre, évidemment on n'est pas à la fin de l'histoire. C'est comme si en commençant le deuxième livre, on change simplement de chapitre en fait. C'est la suite directe. Donc on assiste à l'invasion de l'Islande par des aliens, une sorte d'aliens. En dehors de votre rêve, vous avez eu des sources d'inspiration ou des influences pour créer votre roman, enfin la suite de votre songe? Oui, j'ai eu d'autres sources d'inspiration. J'aime tout ce qui implique des extraterrestres. Et je regarde donc beaucoup de films
qui mettent en scène des créatures venues de l'espace. Je lis beaucoup de livres également dans les mêmes thématiques, ce qui fait que mes livres à moi, ce sont peut-être finalement des sortes de remakes de tout ce que j'ai pu ingurgiter, soit dans les films, soit dans les livres. En það sem kannski aðeins nýmæli að það hefur enginn verið að skrifa svona á íslensku? Ce qui est par contre la nouveauté, c'est sans doute que personne en fait a écrit ce genre de choses en islandais et en Islande. Þannig að ég kannski að taka svona, já kannski amerískar svona fastar hefðir og klatta þeim bara í mjög íslenskan raunveruleika. C'est-à-dire que je prends des choses qui sont vraiment issues des traditions, on va dire grosso modo américaines, des thématiques, des choses qui viennent de la tradition américaine et que j'essaie de les planter, de les acclimater dans la tradition, dans la réalité islandaise, puisqu'il n'y a pas de tradition pour ça en Islande, ce type d'histoire. Et c'était pas trop difficile? Est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, une implantation qui vous a le plus marqué? J'ai l'impression qu'en fait j'ai plutôt bien réussi justement ces plantations, cette implantation. Það stundum gert grín af því að Íslendingar lesi skáldsögur með svona símaskrána kortið í hendinni sko. Parfois on dit, comment dire, pour se moquer un peu des Islandais, que quand ils lisent un roman, ils ont l'annuaire téléphonique à côté d'eux et la carte du pays. Já, þú það kannski að útskýra aðeins meira. Já, af því að Ísland er svo lítið samfélag og það er alltaf verið að reyna að spekla, já það er verið að skrifa þetta og þetta og þetta einhvern veginn. Parce qu'en fait l'Islande c'est un grand pays mais c'est une toute petite société, on est 350 000 personnes. Pourquoi l'annuaire et pourquoi la carte? Parce que on a l'impression quand on est islandais et qu'on lit un roman islandais, la plupart du temps c'est un roman à clé, c'est-à-dire que les personnages sont inspirés de personnes réelles, d'où l'annuaire, et ça se passe dans des lieux réels, d'où la carte de géographie. Þannig að ég passaði mér rosalega vel að hafa staðnöfn og veruleiki og hafa það allt eins rétt og ég gat. Et donc, quand j'ai écrit ce roman, pour éviter d'avoir des critiques de la part des Islandais très pointilleux et tatillons sur les distances et les noms et tout ça, j'ai toujours bien fait attention à avoir, quand je parle par exemple d'un lieu, à bien vérifier à ce que le lieu soit le plus réaliste, enfin décrit de la manière la plus réaliste possible, à ce que les distances d'un lieu à un autre soient exactes, soient les bonnes. Ég vissi að það yrði allir brjálæðir ef það væri bara nei, maður 5 klukkutíma að keyra þangað en ekki 2. Parce que je savais que si jamais je me trompais sur les distances ou les temps de parcours, j'aurais des gens qui seraient furieux parce qu'ils me diraient non, 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 ça prend pas 2 heures d'aller de là à là, mais 5 heures. D'accord. C'est vrai qu'on a des auteurs, enfin je connais une autrice qui elle a marché dans les rues de Paris pour calculer le nombre de minutes pour aller d'une rue A à une rue B. Og mér finnst það skipta máli þegar maður að skrifa eitthvað svona fantasíu eða biðja lesandan að trúa einhverju sem ekki rétt, að hafa raunveruleikann Parce que je pense que c'est important en fait, quand on écrit des histoires où il y a des fantômes, des vampires, des aliens, des choses pour lesquelles on demande l'adhésion du lecteur en fait. On veut que le lecteur croie à ces choses-là. Il faut après que le cadre autour de tout ça soit suffisamment réaliste et suffisamment crédible. Pour moi c'est vraiment important. Et pour que ce soit crédible, c'est vrai que vous avez utilisé donc, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Berglot, le petit garçon en fait de votre rêve, qui avec son père doit survivre dans ce monde chaotique. Pourquoi avoir choisi ces personnages finalement? Est-ce que c'était plus simple d'avoir un petit garçon pour parler de ces sujets-là, d'inspirer la peur, l'angoisse? Lítinn strák til að tala þessi subject, hræðsla, angist og svona.
Sko, strákurinn Bragi hérna inni bara að bli með draumur. Bragi, strákurinn er Le garçon qui s'appelle Braillé dans le livre, Ah, il est là parce que... ils ont changé le nom alors. tvær aðeins. Attends. Il y a un garçon qui s'appelle Braillé dans le livre, c'est lui dont j'ai rêvé dans mon rêve. D'accord. Ouais. Og svo langaði mig svo bara til að fá annað sjónvarp, þá ákvað ég að bæta við systur. Et pour avoir un autre point de vue que celui du petit garçon Braillé, j'ai ajouté Babylone, qui n'est pas un garçon mais qui est une fille et qui est sa sœur. D'accord, oui, bon, alors toutes mes excuses pour le... En mér finnst eitthvað mjög spennandi við það að skrifa En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément d'écrire sur les enfants et les adolescents. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est quelque chose qui me passionne. En svo líka af því að í svona spennubókum þá ertu sko bæði að segja lesandanum eitthvað en svo ertu líka að halda upplýsingum frá lesandanum. Et quand on écrit un livre, comment dire, on va dire un thriller, parce qu'on n'a pas le mot en français, on fait deux choses en même temps. On alimente le lecteur avec certaines informations et on s'empêche de dévoiler d'autres informations au lecteur. Il y a un double mouvement. Og með því og í þessum bókum þá þetta börn og fullorðna fólkið alltaf að reyna að vernda börnin og einhvern veginn að halda ákveðnum upplýsingum frá þeim. Et dans ces deux livres, les adultes justement jouent le rôle des censeurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui essaient toujours de retenir des informations, de ne pas communiquer certaines informations aux enfants pour les protéger. Og það svona góð leið fyrir höfund að búa til svona spennu hvað raunverulega, hvað að gerast. Et ça, c'est une très bonne façon pour un écrivain, c'est une très bonne technique pour un écrivain de trouver un adulte qui ne veut pas dévoiler les informations aux enfants. Parce que c'est ça qui permet d'établir une tension narrative. Les enfants, ils n'ont pas de filtre alors que les adultes... Donc en fait il y a le danger extérieur, puis finalement il y a la confrontation entre les deux générations, ça fait monter l'angoisse, enfin la tension. Oui, elle est tout à fait d'accord. Et depuis, est-ce que vous avez eu d'autres rêves? Est-ce que vous travaillez sur d'autres romans en ce moment? Nú ég að skrifa fríleik. En ce moment, je suis en train d'écrire une trilogie. En mér gleymdi ekki söguna, heldur fekk ég hugmyndina því ég var að skoða fasteigna. En fait, cette fois-ci, c'est pas que j'ai fait un rêve, j'ai eu l'idée de ce roman, enfin de cette trilogie, en regardant une annonce de logement, une annonce immobilière. Og þetta sagan hverfist svolítið eitt elsta hús í Reykjavík sem var sett á sölu. Et cette histoire, en fait, il y est question d'une des plus vieilles maisons de Reykjavik qui a été mise en vente. Og þetta alveg eldgamalt og rosalega skrítið hús með ramskökkum skorsteinni og fullt af svona skápum og krókakilum. C'est une maison très ancienne, complètement biscornue, avec toutes sortes de recoins, de placards, une cheminée complètement bancale ou complètement de guingois. Ég skoðaði bara myndina og ég sagði, hérna getur eitthvað mjög gerst. Et en voyant cette annonce immobilière, en regardant les photos de l'annonce immobilière, je me suis dit, dans cet endroit, il a bien pu se passer des tas de choses complètement bizarres, étranges. Et c'est l'histoire que j'écris en ce moment. Donc des fantômes, un meurtre... Non, pas exactement, c'est plutôt des filles, des jeunes filles qui disparaissent dans Reykjavik.
Já, Et dans cette maison, il y a un placard qui est bizarre. Un placard mangeur de jeunes filles dans un pensionnat avec Reykjavik. Skápur sem étur ungar stelpur já. í Reykjavík. Eða þú veist, það er sérst hérna svona skrimsli eða svona vera sem kemur út úr skápnum. Oui, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est, on va dire, un monstre ou un être, une entité vivante qui sort de ce placard et qui va manger des gens. Et une petite dernière question qui est totalement c'est de la curiosité. Comment vos compatriotes ont accueilli en fait cette histoire d'Alien, enfin d'Alien version Islande? Hvernig viðbrögð hafa Íslendingar haft við Alien-söguna? Bara rosa góðar, myndi ég segja. Já, ég renndi rosa blint í sjóinn með þetta og var ekkert vongum myndi virka. En fait, quand j'ai écrit cette histoire-là, j'y allais un peu à l'aveuglette. Hein. Je me lançais à l'eau comme ça. J'étais pas plus optimiste que ça. Et en fait, les Islandais ont très bien accueilli mon histoire. Ouais. Og það seldist mjög vel og við núna það verið góð til sjónvarpsþáttaröð upp úr þessum bókum. Les romans sont très bien vendus et on est même en train de faire en ce moment une série télévisée basée sur ces deux romans. Donc on va espérer qu'elle arrive en France, ça pourrait être sympathique. Já, þetta er allavega sömu framleiðendur og gerðu Ófærð sem var sýnd hér, þannig að þeir eru að vonast til að selja. Oui, bah, c'est bien possible parce qu'en fait c'est la même équipe qui a fait Ófærð, c'est-à-dire Trapped, la série Trapped qui est passée sur Arte. Oui, je vois de nom, j'avoue je l'ai pas vu, mais ouais. Et ben en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Et c'était un beau salon.